Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Ailes du Québec. Cette semaine, le sujet, c'est la hausse du prix du carburant versus les commandes A220. Comment le prix du carburant influence l'achat d'avions neufs, en fait, de manière générale, mais plus spécifiquement à l'A220. On va regarder c'est quoi le point de bascule où il pourrait y avoir plus de commandes, à partir de quel moment les compagnies vont se décider. Mais avant d'attaquer le sujet du jour, laissez-moi attaquer le rappel du jour, qui est de cliquer j'aime si vous aimez l'épisode et également de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez la chaîne, si vous aimez les épisodes. Le fait d'être abonné à YouTube, ben, ça vous permet d'avoir les primeurs parce que souvent je mets les épisodes 24 heures en ligne avant de les publiciser, les partager sur Facebook et les réseaux sociaux. Donc, vous avez la primeur. Et puis, quand vous cliquez j'aime, je vous rappelle que pour les algorithmes de YouTube, ça favorise le partage et la distribution sur YouTube. Voilà pour le rappel du jour. Si vous voulez bien, on va commencer par regarder, vous mets à l'écran, et voilà, commande Airbus et Boeing de 2000 à 2019. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de variations dans les commandes. On a Boeing en jaune et Airbus en orange. Il y a eu jusqu'à un moment donné, près de 3000 des années, on a dépassé le cap des 3000 commandes. On a atteint jusqu'à 3000 nouvelles commandes dans la période 2012-2013. Si vous voulez bien, maintenant, on va mettre ça en parallèle. Et voilà. On a le prix du carburant, le graphique qui est en bleu, pour la même période. On voit déjà là, qu'il y a comme une petite tendance à y avoir une ressemblance entre les deux. Je vais même souligner deux périodes où le prix du carburant a atteint des points importants. Ici, on parle du Jet A, OK? Et c'est le prix du Jet A au gallon américain, et en dollars américains, bien entendu. J'ai utilisé ça parce que vous allez voir que de toute façon, les utilisateurs, par exemple, de l'A319 CIO, les plus gros utilisateurs, sont tous de ce côté-ci de l'Atlantique. Et puis, vous allez voir, ça donne une bonne idée, mais c'est un indice de référence. Évidemment, après ça, vous pouvez transposer ça en litres et en euros par litre, puis vous allez avoir à peu près, vous allez obtenir les mêmes résultats. Mais on voit très bien ici la période de pointe, en particulier 2011-2014, le prix du carburant à ce moment-là, on était au-dessus de 2,50$. On a frôlé, on a frôlé le 2,75$, le 3$ le baril à cette époque-là. En 2008, écoutez, on a frôlé le 4$ le baril. Et vous remarquerez qu'à cette année-là, il ne s'est pas fait de commande pour la bonne et simple raison que le prix du carburant était tellement élevé que les compagnies aériennes n'avaient tout simplement plus les moyens de commander. Alors, ça donne une idée, c'est le portrait général. Alors là, je vous entends dire, oui, mais André, pourquoi faire ça spécifique à la 220, puisque ça a un impact sur tous les avions neufs ou de nouvelle génération ou remotorisés? Je vais vous répondre oui. Mais il y a un concept ici, là. Les ailes du Québec. Alors, quand on parle des ailes du Québec, on s'attend à ce qu'on favorise ou on parle un petit peu plus le point de vue pour les avions d'ici. Vous voulez connaître l'impact du prix du carburant et de son évolution sur le 290? Pas de problème. Vous apprenez à parler portugais, vous tapez les ailes du Brésil, puis vous allez peut-être trouver des reportages là-dessus. Puis si vous voulez le savoir pour la 320 Neo, l'impact, c'est sûr que vous n'avez pas besoin d'apprendre un nouveau langage, juste les accents. Ouais, mais c'est parce que les Français ont un accent en passant, pas les Québécois, ce sont les Français qui ont un accent. On s'entend? Oui, on s'entend. Et, comme c'est le même langage, vous allez pouvoir apprendre plus vite et plus rapidement qui est impacté, comment la 320 Neo est impacté par les hausses du prix du carburant, et plus précisément,
les ventes d'A320 Neo. Alors, vous savez, si vous êtes un lecteur assidu, vous savez à quel point j'aime utiliser Excel et faire des beaux tableaux Excel. Et en voici un autre. Non, chacun sa méthode, mais c'est la mienne. J'ai retenu les 5 plus gros opérateurs de l'A319 CEO qui sont dans l'ordre américaine avec American Airlines avec 133, EasyJet 82, United 70, Delta 57, Eurowings 34. Les observateurs avertis remarqueront qu'Allegiant n'est pas dans ce groupe-là, pour la bonne et simple raison que Allegiant a fait son choix, c'est-à-dire qu'elle a opté pour combinaison de MAX 7 et MAX 8200 ou MAX 8200. Donc, pas besoin d'aller comparer ou d'aller voir ce que Allegiant va faire ou à quel moment Allegiant va se décider, puisque elle a déjà pris sa décision. Même chose pour le 737 700NG. J'ai retiré Southwest parce qu'eux aussi ont pris leur décision quant au remplacement des 700NG. J'ai gardé par contre 2 gros opérateurs, WestJet à 40 dans la flotte et United 38. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut mentionner que la courbe... Le graphique de tantôt, on a remarqué qu'il y avait eu une explosion des prix et des commandes dans la période 2010-2013. Mais cette explosion des prix, cette période de temps où les prix ont été élevés, ont fait en sorte que les commandes d'A319 CIO et de 737NG ont chuté. Pour vous donner un exemple, Boeing a construit à peu près 1400 737-600NG. Elle en a livré seulement 140 dans la période 2011-2021. Dans le cas de l'Airbus aussi, on est dans le 1400 A319 CEO de fabriqués. Dans ces eaux-là, c'est pas précis, évidemment. Là. Ça pourrait être 1300 ou 1450. Mais là encore, dans le cas d'Airbus, on a livré seulement 250 appareils, si ma mémoire est bonne, dans la période 2011-2021. Donc, la hausse des prix a tué les ventes de ces avions-là parce que, comme ce sont des versions raccourcies ou plus courtes de modèles existants, le coût par siège par mille disponible était un peu plus élevé que la version supérieure et finalement, les économies de carburant n'étaient pas suffisantes pour justifier d'en commander des nouveaux. On a préféré continuer avec des 320. Et quand est arrivé de toute façon le 320, quand Airbus s'est mis à vendre le 320 Neo, puis Boeing le 737 MAX, de toute façon, le 737 MAX puis la 320 Neo économisait 20% par rapport à la génération précédente. Donc, il était de toute manière beaucoup plus économique qu'un A319 CIO. Alors, on ne s'est pas badré pour les compagnies aériennes de commander des 319 Neo et des 737 MAX 700 jusqu'en 2021 dans le cas du MAX. Mais, et ça m'amène à un point aussi, je veux souligner un point aussi, les compagnies aériennes, vous savez, si vous pensez que ce sont des gens qui font des planifications stratégiques à long terme, puis qu'ils utilisent des données à long terme, vous risquez d'être déçus. Les compagnies aériennes, souvent, vont souvent réagir à la situation du moment. On parle de planification sur 2-3 ans, pas plus. Et ils vont utiliser les données disponibles à ce moment-là. Donc, quand le prix du carburant monte pour une période de 2-3 ans, ils se mettent à analyser en fonction de cette flambée des prix-là de 2-3 ans. Parce qu'en réalité, surtout quand c'est le prix du carburant, il n'y a personne qui est capable de prédire à long terme quelle va être l'évolution du prix du carburant. Donc, il faut se servir des données les plus récentes autant que possible puis éviter de faire trop de projections. Ce qui arrive, c'est que quand un avion devient populaire, là, ils en veulent plus. Alors, ce qui s'est passé pendant la période 2011-2013, niet, fini, capote A319, puis 737-600, on n'en veut plus, c'est pas bon, c'est pas bon, t'es pas rentable, t'es trop cher à opérer pour le nombre de sièges, on veut des A320 Neo, puis des 737 MAX, on en veut plus. Ça, c'est la façon de fonctionner les compagnies. Je le sais que ça peut sembler un peu réaliste et pas très rationnel comme façon de fonctionner, mais je vous jure, ça correspond, ça reflète bien la réalité. Ils sont peut-être moins
démonstratif que moi, que moi je l'ai été dans la dernière minute, mais ça reflète la situation. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fouillé, j'ai regardé, j'ai analysé et j'en suis venu à la conclusion qu'opérer un A220-300 en ce moment, on arrive à une moyenne de 500 gallons à l'heure comme consommation de carburant. OK? Si vous comparez au A319, CIO et au 737 700 NG, qui eux sont à peu près à 640 gallons à l'heure. Là, ce sont des moyennes. Et c'est très important de mentionner que d'une compagnie à l'autre, vous n'arriverez jamais à la même consommation de carburant à l'heure parce que les aéroports utilisés ne sont pas les mêmes, les temps d'attente au sol ne sont pas les mêmes. Si vous êtes toujours dans un aéroport congestionné, vous avez toujours une demi-heure, trois quarts d'heure d'attente au sol où des moteurs tournent inutilement, bien, vous allez avoir une plus grosse consommation de carburant à l'heure. Ce sont tous des facteurs qui influencent. Mais de façon générale, donc, on calcule qu'un A220-300, c'est 500 gallons à l'heure, et 640 pour la 319 CIO et le max, pas le max, mais le 737 NG. Donc, sur ces avions d'ancienne génération, l'A220-300 représente une économie à l'heure de 140 gallons. OK? Donc, ce que j'ai fait, j'ai fouillé dans la base de données de Cirium, oui, et j'ai trouvé la flotte de 133 A319 CEO d'American Airlines. J'ai pris le nombre de vols planifiés en 2022, je l'ai divisé par 365, puis par 133 pour arriver à une moyenne de 5,1 vols par jour par appareil. La durée de vol moyen 2,2. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends l'économie de 140 gallons à l'heure, je la multiplie par 2,2, donc ça me donne l'économie par vol, et évidemment, je multiplie par 5,1 vols par jour, ça me donne une moyenne de gallons de carburant économisés dans une journée de 1571 gallons. Après ça, j'ai extrapolé. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que cette économie-là vaut, en fait, selon le prix du carburant? Donc, 1$ le gallon américain, 1,50, 2, 2,50, 3$ le gallon. Et ça donne un bon range. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, un gallon US, c'est 3,78 litres. Donc, vous prenez ce prix-là et vous le divisez par 3,78, ça va vous donner le prix en dollars américains du litre. D'accord? Mais vous allez arriver au bout à la même chose parce que on convertit la consommation en gallons puis en litres. Et au bout du compte, ce qui est important, c'est l'économie quotidienne. Donc, vous voyez que l'économie à 3$ le gallon quotidienne est de 4 712$ par jour par avion. Et si vous allez dans l'économie annuelle, donc si vous allez dans l'économie annuelle, à 1$ le gallon, l'économie n'est pas très élevée, c'est 500 000$ par année par compagnie. Ce qui n'est pas énorme parce que sur la durée de vie d'un avion, de 10 à 15 ans, si vous le calculez sur la période d'amortissement de l'appareil, ben c'est pas énorme, ça fait 5 millions sur 10 ans, 20 millions sur 20 ans. Donc, si vous avez des appareils usagés, ben vos appareils usagés vous reviennent sur une période de 10 ans, un appareil qui a 15 ans d'âge. OK? Que vous décidez de garder 10 ans de plus, à 1$ le gallon, ben il va vous coûter 5 millions de dollars de plus sur 10 ans en carburant. Mais, comme il est usagé, vous l'avez payé peut-être 20 millions de dollars, vous avez économisé sur le prix d'acquisition un bon 10 à 15 millions. Donc, au bout du compte, vous êtes gagnant dans cette transaction-là. Mais quand on arrive à 2$ le gallon, ben là, tout d'un coup, à l'économie annuelle, on commence à aller chercher 1 million d'économies annuelles par appareil. Et nous sommes à l'heure actuelle à 1,4 million d'économies annuelles, puisqu'en ce moment, le carburant, le Jet A se vend 2,47$ le gallon en ce moment, 2,50$. Il est dans cette catégorie de prix-là. Là, ça devient intéressant de faire le changement
quand on fait le calcul avec le prix à 2,50 $ le gallon. Alors, là, ce qui se produit, c'est que le prix vient d'arriver à 2 $, 2,50 $ et il continue de monter. S'il fallait qu'il s'approche de 3 $ le gallon, alors là, visiblement, on est dans la situation où il faut absolument remplacer l'avion, les vieux avions, parce que là, c'est beaucoup plus rentable. Écoutez, une compagnie comme United Airlines, et ça, c'est vraiment, là, ça, c'est un cas d'espèce. Je vais souligner le cas de United Airlines, parce qu'ils ont pris l'option d'acheter des A319 usagés plutôt que d'acheter des neufs. Alors, ils ont payé 5 millions, ils ont mis 5 millions de dollars dessus, donc l'appareil leur a coûté 10 millions pour un A319, plutôt que 40 pour un neuf. Mais sur une période de 10 ans, à 3 $ le gallon, United se retrouve avec une facture supplémentaire de 23 millions en carburant. Oups! Là, on commence à s'approcher du besoin de remplacer. Et en plus de cela, United, quand un avion vieillit, donc quand elle va passer de 15 à 25 ans d'âge, les coûts d'opération ou d'exploitation vont augmenter puisqu'il va falloir l'entretenir plus souvent. Il y a plus d'entretien, il y a plus de choses à remplacer. Évidemment, ce qui va être intéressant d'observer dans le cas de United Airlines, c'est est-ce qu'ils vont prendre la décision de maintenir les appareils en service, de ne pas les remplacer, de les garder au sein de la flotte, et simplement de racheter tous les vieux A319 usagés qui vont devenir disponibles, racheter ceux qui ont un potentiel de recyclage intéressant, puis faire comme Delta a fait avec les MD-80, c'est-à-dire scraper plusieurs vieux fuselages pour ramasser un stock de pièces intéressant et avoir, au bout du compte, un coût d'exploitation raisonnable malgré l'âge des appareils. C'est une orientation que pourrait prendre United Airlines. Pour les autres compagnies aériennes, écoutez, on voit qu'à 2 $, 2,50 $ le gallon, on arrive dans la situation où il faut penser à remplacer la flotte d'avions. Il faut penser à moderniser. Ça vaut la peine sur une période de 10 à 15 ans de faire cette modernisation-là. Donc, ça va être intéressant de voir là, qui va se décider en premier. J'ai rajouté WestJet et United en bas, qui eux sont les opérateurs de 737-600. Regardez à 2,50 $ le US le gallon. Regardez WestJet, c'est décidé de remplacer ces 700NG par des avions de nouvelle génération, des A220 300, ça lui ferait sur une période de 10 ans 15 millions d'économies en carburant. Donc, elle est capable, après ça, d'amortir ou d'améliorer d'amortir, oui, effectivement, son acquisition. Ça devient intéressant. Sur une période de 20 ans, on arrive à 30 millions d'économies dans le cas de WestJet. L'autre facteur à prendre en considération, c'est les frais d'atterrissage. Alors, l'A220-300 pèse 10 000 livres de moins qu'un A319 CEO, ce qui veut dire que à un aéroport comme New York, par exemple, qui charge 24 $ par 1000 livres de masse maximum totale en charge, donc c'est la masse maximum nominale et non pas la masse réelle. Les frais aéroportuaires sont toujours chargés en fonction du poids maximum de l'avion et non pas en fonction du poids réel, donc du nombre de passagers qu'il y a dedans et de carburant. Donc, vous payez toujours le maximum. Donc, dans ce cas-ci, mais on est pour chaque atterrissage à New York, à l'aéroport de LaGuardia, par exemple, vous économisez 240 $. La moyenne, c'est des aéroports dispendieux. Là, New York, O'Hare, les aéroports sont dispendieux, mais facilement, par atterrissage, c'est 150 $ par jour. Si vous maintenez une moyenne de 4 atterrissages par jour, évidemment, 4 vols, 4 atterrissages, moi, j'ai appris en tant que pilote qu'à la fin de la journée, le nombre de vols, de décollage et d'atterrissage devait être le même. Ça devait balancer. Donc, si on a 4 vols, 5 vols par jour, mais en passant à la 220-300, on économise grosso modo 600 à 750 $ par jour de plus dans nos frais d'opération, sans compter le fait qu'on a un avion plus récent qui normalement devrait être plus facile à exploiter et moins dispendieux. Cette comparaison-là n'est pas bonne quand on passe du 737NG
au A220-300. En tout cas, elle est un peu boiteuse parce que le 737 700 pèse 2000 livres de moins que l'A220-300. Et en fait, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que le 737 bénéficie d'une clause grand-père. Son fuselage est très léger parce qu'il est moins résistant aux impacts. Il ne rencontre pas les nouvelles normes d'impact avec le sol, donc et de déformation. Donc, il est plus léger que le fuselage de l'A320 ou du l'A220. Donc, il est plus léger, donc il offre certaines économies à ce niveau-là. C'est d'ailleurs le plus gros avantage compétitif au niveau du poids de la série 737. Donc, la comparaison ne se fait pas. Par contre, l'A220-300 a plus, qu'on peut transporter plus de passagers que le 737-700. Donc, au bout du compte, l'échange pourrait être bon quand même, ou viable, ou intéressant financièrement viable. Je vais attirer votre attention aussi sur le fait que depuis quelques années maintenant, Airbus, pour vendre l'A220, souvent, elle le vend en même temps qu'une vente d'A321 LR et XLR. Donc, c'est des ventes groupées. Puis, elle se sert de sa marge de manœuvre sur l'A321 LR pour placer le 220 dans la catégorie des monocouloirs les plus petits et obtenir la commande. Vous remarquerez que Allegiant et Southwest, eux, n'ont pas opté pour des avions ayant une longue distance franchisable. Je m'explique. La raison pour laquelle Allegiant, par exemple, Airbus n'avait pas beaucoup de chance, c'est qu'Allegiant ne fait pas de vols internationaux. Allegiant n'a pas de vol dont la distance ou la distance parcourue est de 4000 milles nautiques. Donc, elle n'a pas besoin d'un A321LR ou XLR, c'est trop pour elle. Ce qu'Allegiant a besoin, c'est du volume avec ses monocouloirs pour transporter le plus grand nombre possible sur des distances de 1500-2000 milles nautiques. D'où l'avantage pour Allegiant d'opter pour le MAX 8 200, donc la version à très haute densité du MAX. Et à ce moment-là, Boeing a été capable de placer son MAX 7 dans cette commande groupée-là et de décrocher le lot. Donc, ça explique un petit peu pourquoi là, Airbus, parfois, est dans une situation presque impossible d'obtenir la commande. C'était la même chose sur Southwest. Dans le cas de Southwest, écoutez, dès le janvier 2021, on a commencé à avoir des rumeurs comme de quoi il y avait une discussion de très haut niveau chez Airbus et chez Southwest. Et quand la commande a été obtenue, décrochée par Boeing ou annoncée, les gens de chez Airbus ont commencé à dire, de toute façon, on ne nous a pas demandé de présenter une offre. Bon, est-ce que il y a eu une discussion, est-ce qu'il y a eu une offre formelle? Je laisse les gens se prononcer là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas eu d'offre formelle, mais en tout cas. Alors ça donne une explication. American Airlines, United Airlines ont besoin d'A321LR XLR. Donc, Airbus peut jouer la commande. Dans le cas de United, si ma mémoire est bonne, ils en ont 50 des 321LR. Si c'est pas 50, s'il vous plaît, corrigez-moi dans les commentaires. Mais elle pourrait se servir de cette commande-là, dire à United, si tu prends des A220-300, je vais te donner un escompte supplémentaire sur les 321LR. Et bling, blang, blang, paf, on place l'avion. Alors, ça va être intéressant. Le potentiel de remplacement, je ne parle pas d'expansion, mais de remplacement, il est à environ 1500 à 2000 appareils. Parce que il y a eu au total 2800, 2900 737-700 et A319 CEO de produits. De ce nombre, il en reste à peu près 2002, 2003 encore en service, mais ce sont des avions vieillissants, je vous le souligne à nouveau, dont la moyenne d'âge est nettement proche du 20 ans. Ça commence à urger de remplacer cette flotte-là. Puis il y en aurait, là, j'ai identifié à peu près 13 à 1400 à remplacer pour les 7 prochaines années. 13 à 1400 par année à remplacer, ça fait 200 par année pendant 7 ans. Est-ce que juste avec le remplacement, 50% du remplacement, on est à 100 avions par année dans la 220-300. Donc, ça vous donne une idée du potentiel et de l'importance de ce marché-là. Si Airbus va chercher plus que 50% du marché, évidemment, on va pouvoir accoter la ligne de production de la 220 à 130
par année, 134, 135 par année, donc, et ainsi donc atteindre le maximum et rentabiliser le programme. Alors voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode, ben là, c'est parce que vous l'avez aimé, il n'y a pas de raison de ne pas cliquer. Puis moi, je vous dis que d'ici le prochain épisode, on vous revoit à l'autre côté des tempêtes de neige. Il s'en vient une tempête de neige cette semaine au Québec, possiblement même 2. Donc, d'ici à ce que le beau temps revienne, soyez sages et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.